Salut les Movers, nous sommes ce soir au Centre culturel de Bigouille et je m'apprête à recevoir un des anciens pensionnaires de l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier, Sacha Judasco. Alors Sacha Judasco, merci beaucoup de nous recevoir, c'est très gentil. Bah, merci à vous. Le public vous connaît par l'intermédiaire de l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce divertissement? On ne demande qu'à en rire. Ouais. On ne demande qu'à en rire. Je faisais déjà du one-man show depuis pas très longtemps. Et c'est beaucoup de potes qui ont été là-bas les premiers mois qui se sont fait dégager, qui m'ont tous appelé pour me dire « il y a un truc, c'est pour toi ». Je fais « sympa les gars, vous avez fait ». Mais vraiment, parce que moi je crois que je suis arrivé au bout de 3 mois d'émission. Et les 3 premiers mois, vraiment, ils se sont tous fait lyncher. Ils m'ont dit « écoute, vraiment, c'est un truc pour toi ». Et il y avait des gens, moi j'étais déjà chauffeur de salle à la télévision depuis là aussi un moment, j'écrivais un petit peu. Et puis comme il y a des gens de la production qui me connaissaient, finalement, ouais, j'ai même pas passé de casting d'ailleurs pour l'émission, c'est-à-dire que je suis passé directement, j'ai fait un sketch, ça s'est passé, après ça a enchaîné. Oui, ça c'est très bien. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, ils parlent de la relancer, parce que Antenne 2 étant... Voilà, hein, en vrai, ils le font souvent tous les ans, je crois. Ah d'accord, vous y croyez pas? J'y crois. Après, je sais pas s'ils le feront de la bonne façon, c'est juste ça quoi. Parce que la fois où elle avait été relancée, ça a été dommage, parce que les audiences augmentaient, mais ça a été pour 3 mois, je crois. Ça a été dommage. Mais pour le coup, c'est vraiment une émission de service public. Franchement, on peut pas être plus dans le service public. On parle d'actualité et on crée des sketchs. Donc franchement, là-dessus... Vous jouez donc vos propres spectacles, vous écrivez aussi pour les autres. Qu'est-ce que vous préférez dans ces deux exercices? Honnêtement, je crois que je prends autant de plaisir dans les deux. C'est pas le même plaisir, mais je donne un exemple tout bête. En ce moment, d'ailleurs, en plus de la pièce que je fais avec Charlotte, là j'ai repris aussi les premières parties du spectacle de Kev et Gad, de Kev Adams et Gad Elmaleh. Je fais les premières parties souvent. Oui. Et du coup, aussi, j'écris sur ce spectacle-là, j'écris. Donc, du coup, c'est vrai que là, par exemple, la dernière fois, quand j'ai joué, j'ai eu mon plaisir d'acteur en première partie où je prends les rires pour moi. Et juste après, je vais dans la salle, et puis je prends des notes sur le spectacle et je me dis « ah tiens, la vanne elle a marché, celle-là elle a moins marché ». Et c'est un vrai plaisir aussi. Mais je me doute que ça doit être un plaisir parce que je me souviens qu'à Ondar, on vous avait appelé à la rescousse pour sauver Anthony Joubert, si ma mémoire était pas. Hein, parce que vous lui aviez filé un coup de main parce qu'il était un petit peu dangereux. Et c'est vous qui écriviez? Pour Anthony entre autres, pour Ahmed Silla, ouais, aussi beaucoup. Enfin tous les écrits Ahmed Silla d'ailleurs après à une certaine date. Et puis donc ouais. Mais c'est des gens après que j'ai continué. Enfin Ahmed Silla, j'ai coécrit aussi entre autres son spectacle. J'ai participé à l'écriture de son spectacle qui se joue en ce moment. Et vous arrêtez quand alors? Écoutez, je sais pas, mais j'ai du mal à m'arrêter. Ça devient une drogue. Mais c'est pour ça qu'en vrai, on ne demande qu'à en rire. C'est très dur de s'en séparer de cette émission parce que elle nous bouffe la vie. Mais finalement, c'était vraiment une drogue, c'est assez spécial. Je vous jure, même quand je croise les anciens dont on ne demande qu'à en rire, il y en a plein des fois qui disent « Putain, ça reprenait, à la limite, ouais, j'aimerais bien presque y retourner. » Ça nous manquerait, je pense, même de façon comme ça, hein, en guest, ou en invité, ou juste en auteur. Mais l'ambiance entre vous, comment elle était? Par contre, honnêtement, alors là, franchement, sans langue de bois, elle était géniale. Vraiment, pour le coup, je parle des humoristes, hein. Parce que je crois que honnêtement, c'était tellement dur à comparer à d'autres émissions où j'ai entendu parler que les humoristes n'étaient pas aussi proches et aussi potes entre eux. Nous, même si sans être devenir pour les meilleurs amis du monde, hein, il y en a, on se voit, d'autres on ne voit pas. Mais je crois que l'émission était tellement dure qu'on était obligés de se soutenir les uns avec les autres. Mais vraiment. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui a besoin de coup de main, on appelait. En général, c'était toujours un oui, c'était toujours. Oui, et puis c'est toujours aussi un regard bienveillant sur les autres. On n'était pas du genre à se dire tiens, là on a une vanne, mais je lui donne pas parce qu'il va avoir une meilleure note. C'était plutôt l'inverse. C'était plutôt vraiment, dans un sens comme dans l'autre, c'était plutôt tiens, j'ai une idée pour toi, je pense qu'elle marchera pour toi. Quoi. Donc, non, franchement, là-dessus, c'était vraiment une belle émission. En 2011, justement, dans vos sketchs, en 2011, vous avez créé une petite polémique avec les fans de Dorothée. Alors effectivement, on a pu lire dans la presse que Dorothée n'avait vendu que exactement 6000 places sur les 18 000 que contient Bercy. Moi je vous dis honnêtement, quand j'ai lu ça, ça m'a choqué. Franchement, non, ça m'a choqué de savoir qu'elle en avait vendu autant. Non mais ça veut dire qu'il y a 6000 malades qui ont payé 40 € pour aller voir Dorothée. Je me sens moins seul. Oui, parce que j'y suis allé. Non mais j'ai pas payé 40 €. Non. J'ai payé 39 €. Oui, parce que j'avais la carte du club Dorothée qui m'avait coûté 1500 francs.
Non mais il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que moi j'adore écouter de la musique dite démodée, ringarde. Mais attention, j'ai honte de ça. Tout à l'heure dans le métro j'écoutais Dreams are my reality. Il y a un jeune qui arrive juste à côté de moi, je vous jure, j'avais tellement peur qu'il entende ce que j'écoutais que j'ai baissé le son. Et le pire c'est que j'ai fait... Et c'est pour ça que la salle était vide, le bouche à oreille peut pas fonctionner sur Dorothée. Non mais je sais pas, par exemple, tu peux pas draguer, exemple. T'as des places pour le concert de U2, tu peux faire. Allez filles, ce soir j'ai 2 places pour le concert de U2. Qui vient avec moi? Moi. Franchement, tu dois faire. Allez filles, ce soir j'ai 2 places pour le concert de Dorothée. Qui vient avec moi? Non, je déconne. Ce soir je suis crevé, je vais au lit direct. Qui vient avec moi? Personne non plus. Ok. Quand tu vas voir le concert de Dorothée, tu vas seul. Quoique, j'ai vu un père avec son enfant. Tu m'as bien compris, fiston. Hein. Si on croise quelqu'un qui connaît papa, c'est pour toi qu'on est venu. Hein. Mais non, papa, mais moi je la connais pas, cette dame. Tu te tais maintenant. Hein, je t'ai accompagné pour aller voir Lady Gaga, tu m'accompagnes pour voir Dorothée. C'est vrai que la salle était vide. Je vous jure, rien que quand Dorothée a pris le micro et qu'elle a fait bonsoir, ça a fait bonsoir. Elle a commencé en disant, vous pouvez tout faire, vous pouvez crier, vous pouvez hurler, vous pouvez taper des pieds. Le gamin qui était à côté de moi, je suis rentré à la maison. Je vous jure, il y avait tellement peu de monde dans la salle qu'avant de commencer à chanter, elle a fait l'appel. Oh non. Est-ce qu'elle avait réagi? C'est que les fans ou parce que vous aviez fait vous étiez arrivé sur scène en disant voilà il était drôle ce sketch. Il était génial, je suis venu au sketch de Dorothée, voilà, puis après vous. Oui, je me rappelle, ouais. Il y a un peu de spectateurs. Non, en plus, ouais, il y en avait qui avaient mal pris le truc. Non, mais surtout que le sketch, honnêtement, en plus, je me rappelle, j'avais vraiment trouvé la pirouette de fin pour vraiment montrer que c'était moi le connard et que j'aimerais bien un jour avoir ne serait-ce que la notoriété qu'elle a eue. Dorothée, je sais pas si vous m'avez regardé, mais en tout cas, d'accord, vous avez pris un petit coup de vieux, mais grâce à vous, moi j'ai rajeuni de 20 ans. Donc rien que pour ça, merci. Mais ouais, c'était surtout des fans, je me rappelle, j'avais reçu des messages et tout. Hein, parce ça. qu'eux, ils recevaient des lettres à la base à la production qui te faisaient passer. Il y en a qui c'était vraiment que j'étais vexé. Elle avait pas réagi. Et bah en réalité, non, pas elle, mais j'ai juste une fois où en réalité, je devais faire une émission sur une chaîne où le producteur, je crois que c'était Jean-Luc Azoulay, le producteur, ou je sais plus, lui, je crois qu'il est propriétaire d'une chaîne de télé. Et il y avait une émission qui passait avec des humoristes. Et plein de fois, il y a des gens qui, logiquement, le programmateur m'invitait, et puis à chaque fois, finalement, il m'annulait. Et j'ai pas compris pourquoi. Oui. Et un jour, comme on avait des amis communs, je l'ai appelé, et j'ai dit, bon, écoute, explique-moi là. Il y a un moment, il y a un truc, tu m'annules à chaque fois, alors qu'à chaque fois, je suis programmé dans votre émission. Il m'a dit, bah en vrai, tu sais, il y a une fois, tu avais fait un sketch sur Dorothée. Et du coup, apparemment, c'est pas elle, mais je crois le producteur qui était un peu. Mais finalement, ils m'ont quand même invité dans la réunion. Ils m'ont juste dit, tu fais pas le sketch sur Dorothée. On le refait pas. C'est vrai, ils m'ont vraiment dit ça, c'est drôle. Non, sérieux? Ils l'ont vraiment dit. Hein. Je dis, mais j'ai des trucs dont je peux pas parler ou quoi. Ils font, tu dis ce que tu veux, mais tu refais pas le sketch sur Dorothée. C'était drôle. Vous faites donc la télé, la scène, même de la pub. Ah oui. Ça met du beurre dans les épinards, ça? Ouais, mais en réalité, moi j'en ai fait quand j'étais vraiment jeune, quand j'étais au cours Florent, j'ai fait pas mal de pubs, honnêtement. Et là, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait. Et là, en vrai, c'est juste que je pense que ça a marqué plus les gens que d'habitude parce qu'ils avaient peut-être, en tout cas pour ceux qui arrivent dans l'émission de Demande qui rêve, ils avaient ciblé ma tête et donc ils se disaient, ah tiens, lui il fait de la pub. Mais en réalité, j'en avais fait plein de fois avant de la pub. Et oui, honnêtement, alors moi je suis pas du tout, ça me faisait marrer. Et puis honnêtement, alors moi je vais vous dire, Sacha Judasco, je suis d'origine juive, on propose une publicité notamment entre autres pour du jambon, ça m'a fait rire. Ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Et honnêtement, j'ai rajouté des vannes dans un sketch justement que j'ai écrit, rien qui parle de ça. Alors, au ciné, vous jouez un prêtre dans Repas de famille. Ouais. Les Chevaliers du Fiel. Notre sauveteur du four. Là, ça s'affiche là? J'ai rien. J'ai une tête d'arabe, mais je suis français! Il est sympa ce français pour un arabe. C'est un joueur. Mais c'est dégueulasse. Allez, monsieur l'abbé, allez-y, dites-nous. Et ben voilà. Enfin, c'est arabe pour un. Je vais me faire la taupe. Vous avez le parmesan qui sort de la vitrine. Pas de la drogue, mais ça détend les notes. Oui. Après, d'ailleurs, Un peu bizarre. un peu space, ouais. Et où, justement, on y retrouve d'ailleurs vos copains de la lampe. Ouais, Il y a bien sûr, Artus, oui. Constance et Lamine. Nesgad. Mm. Hein. Est-ce que le cinéma est un exercice qui vous convient? Alors, justement, parce que je sais que vous êtes un gars assez speed, Ouais. et donc tout le monde sait qu'au cinéma on attend. On se fait chier, oui.
Alors, moi, pour dire la vérité, par exemple, là, j'ai retourné dans le film de Éric et Quentin du Petit Journal, enfin, du quotidien maintenant, mais qui ont fait leur film. Donc, j'ai tourné dans leur film. Et c'est vrai que c'est un kiff pendant les scènes. En plus, on rencontre plein de gens. Mais honnêtement, pendant les attentes, bah, j'écrivais, moi. J'écrivais pour pas me faire chier, justement, comme j'écris des pièces, tout ça. Je me sers de ce temps-là pour écrire, justement. Donc, ça vous convient? Ouais, ça me convient. Le plaisir, et honnêtement, je suis quand même plus kiffant sur scène. Mais le cinéma, en vrai, c'est le rendu qui est plus kiffant. C'est-à-dire que moi, le rendu au théâtre, je ne le vois jamais, je ne le verrai jamais. Parce qu'en plus, je trouve c'est très dur de filmer du théâtre. Voilà, le théâtre à la télé, c'est compliqué. Ou alors, anciennement, au théâtre ce soir, c'était ouais, mais alors, ce qui était bien, sinon, c'est le direct. Là, il y a une émulation, il y a un truc. Mais sinon, souvent, de regarder, c'est très dur. Toutes les pièces, en tout cas, je trouve, ne conviennent pas à une captation. Vous aimez le risque? Hein? J'adore, bien sûr, c'est génial. Mais en tout cas, le kiff est sur scène. Le kiff au cinéma, je trouve, il est plus dans le rendu. J'aime bien voir le film, là, tiens, qu'est-ce que ça a donné? C'est ça que j'aime bien. Ou même quand on regarde la prise juste après, je me dis, ah, tiens, ok, d'accord, là, on voit ça comme ça, peut-être qu'il faudrait changer ça, on la refait. Et voilà, et puis il y a le plaisir de refaire aussi. C'est-à-dire, finalement, et puis, on est moins sur scène, finalement. Alors, on va dire que le metteur en scène, bien sûr, c'est celui qui nous dirige. Mais finalement, le dernier décideur, c'est le comédien. Parce que, après, on peut faire des conneries, hein, mais celui qui va sortir la phrase au dernier moment, c'est le comédien, c'est l'acteur qui décide comment il va la sortir. Donc, alors qu'au cinéma, non. Au cinéma, c'est lui qui choisit la prise. C'est clair. Donc, on a moins tous les exercices sont intéressants. Mais justement, en 2013, vous avez tourné un clip en faveur du Téléthon. Et dedans, vous jouez encore un type odieux, le mec. Ah tiens chérie, c'est le Téléthon là, t'as pensé à donner? Ouais, t'inquiète pas, j'ai te donné. Ouais. T'as donné combien? 50 francs. 50 euros? Non, 50 francs. On est en 2013, il n'y a plus de francs? Non, mais j'avais donné en 98, je me rappelle, c'était l'année de la Coupe du Monde. Non mais il faut donner cette année enfin! Non, cette année, moi, j'ai pas les moyens. Si je donne, ça va être quoi? 1 euro? Et je pense pas qu'un euro, ça change quelque chose. Bah tu rigoles, si ça change! Quoi, juste un? Bah bien sûr, un! Juste un, ça change. 1 plus 1 plus 1, bah ça fait beaucoup. Remarque, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai que t'as pris 1 kilo plus 1 kilo plus 1 kilo, ça fait beaucoup. T'es vraiment trop con. Mais je rigolais, Bon, ça va. chérie. Tu sais quoi, c'est moi qui appelle. 36, 37. Oui, je voudrais faire un don 50 euros. D'accord. Numéro de carte bleue. Voilà, c'est fait. T'es vraiment quelqu'un de bien, chérie. Non, toi, t'es un mec bien. J'ai payé avec ta carte. Ça vous amuse, ce genre de personnage? Alors pour vous dire, le truc pour le Téléthon, je me rappelle plus ce que je jouais. Je sais juste que c'est moi qui l'ai écrit parce que je le joue avec une fille qui s'appelle Lisa Raduzinski, qui est humoriste. C'est elle qui m'a proposé en réalité. C'est elle qui m'a dit, ah, tiens, tu veux pas faire un sketch avec moi et tout. Donc j'ai écrit le sketch. Mais c'est encore le mec qui elle discute avec vous, puis elle dit tiens, il faut envoyer des sous. Vous dites oui, vas-y. Ah oui, ça veut dire. Ah oui, il y a une histoire de carte bleue à la fin, je crois. Voilà, c'était en fait le code carte bleue. Ah, exact, voilà, et finalement, voilà. Bah ouais, non, oui, ça dépend, c'est vrai, le côté, c'est peut-être une facilité comme ça que j'ai. Mais j'aime bien jouer le beauf. Voilà. Beauf bougon, j'aime bien. Un peu à la. Je sais pas encore l'âge, mais à la Bacri, un peu, j'aime bien. Ah oui, lui, c'est carrément froid, là. Lui, c'est très froid. Vous, c'est plus speed. Ouais, plus speed, mais j'aime bien. C'est un peu le rôle qu'il y a dans la pièce, d'ailleurs. Bah justement, vous connaissez l'enchaînement. Ah, ouais, je fais la transition. Il n'y a rien. Pardon, justement, de Mon pote est une femme comme les autres, ce que vous jouez ce soir. Racontez-moi la genèse de ce projet. Alors, ce projet, il est né... moi, au départ, je ne faisais pas partie du projet initial. C'est-à-dire qu'il me l'a dit, ils ne sont pas cachés. En réalité, j'ai fait une lecture pour le producteur qui est aussi directeur de théâtre à Paris. J'ai fait une lecture d'une pièce que j'avais écrite, que je lui ai proposée pour son théâtre. Et il m'a dit, écoute, ta pièce est drôle, mais elle ne m'intéresse pas pour mon théâtre. Bon, ok. Et puis finalement, il m'a rappelé très peu de temps après pour me proposer ce projet. Il me dit, écoute, on a déjà casté d'autres personnes. Ça le fait pas, honnêtement, je te le dis. J'ai pensé à toi, faisons une lecture. Et donc j'ai fait une lecture avec Charlotte, devant Luc Hamet, donc le producteur, et puis ça l'a fait. Et après c'est parti très très vite. C'est-à-dire qu'après, il nous a fait très très vite faire une affiche, très très vite finalement faire répéter. Mais la pièce, j'ai aimé cette pièce, pourtant j'en écrivais d'autres,
que j'ai lâché, où j'ai mis d'autres comédiens pour jouer cette pièce. Parce que c'est une pièce qui est peut-être allée, où il y a moins de rire, on va dire, parce que dans mes pièces, il y a des vannes. Ça, c'est pas une pièce à vannes. Il n'y a quasiment aucune vanne dans cette pièce. C'est juste une pièce à situation. Et je trouve que les rôles, les personnages qu'il y a incarnés sont plus intéressants. Situation ici, enfin, vanne, il y a vanne et vanne, mais j'ai vu un extrait justement qui passe, hein, où vous êtes au lit justement avec Charlotte. Là, et comment c'est pas une advertence? Voilà. Alors oui, mais mais finalement c'est advertence. Je pense que c'est une des rares vannes qui existent dans la pièce. Et en plus, je pense que ce qui fait rire, en plus de cette vanne-là, c'est surtout la situation. Oui, bien sûr. C'est, je pense d'ailleurs, une des situations les plus drôles de la pièce. Mais c'est surtout ça, c'est surtout qu'il y a vraiment de la situation à jouer. Là, vous allez tourner encore ouais, là on va, la semaine prochaine on va en Suisse, après on a des dates un peu à droite à gauche en France, donc sympa, ça fait voyager. Alors, je vais finir par la question des internautes. À chaque fois, je donne le nom de l'invité, et puis les internautes ont le droit de poser des questions. Il y en a une qui choisit. Alors là, c'est celle d'Antoine Bergeron, qui habite à Nantes, qui m'envoie « Comment gériez-vous les égos au sein de la troupe d'Ondar ?» Les égos au sein de la troupe d'Ondar. Non, mais parce qu'en réalité, il y a plusieurs visages tout de suite qui me viennent en tête. Parce que je pense que cette émission, mais c'est Laurent Ruquier qui en avait parlé un peu à la fin, où il parlait d'égo justement, où en clair il nous expliquait à tous, redescendez. C'est-à-dire que on devient quelqu'un, entre guillemets, dans le cadre de cette émission. Mais cette émission, admettons, on va dire, allez, au fait de sa gloire a été regardée, admettons, par 4 millions de personnes. Mais ça veut dire quand même qu'il y a 58 millions de Français qui n'ont jamais entendu parler de nous quand même. Donc ça fait vite redescendre. Et non, c'est franchement les égos, allez, il y en a peut-être eu des petites pointes, mais pour une émission comme ça, honnêtement, moi je trouve qu'il n'y en a pas eu. Moi je ne l'ai pas ressenti, quoi. Je sais pas, je trouve qu'il y avait de la place pour tout le monde. Il y a eu la grosse tête. Après, qu'est-ce qu'on va appeler on va appeler la grosse tête. Je suis sûr qu'il y en a, non mais il suffit. Dans cette émission, quand je vais vous dire on était stressé, c'est un faible mot. C'était pas du stress qu'on avait, c'était, passez-moi l'expression, on se chiait dessus. Mais vraiment, c'était un enfer. Moi, aujourd'hui, je suis détendu pour tout. Là, vous voyez, je joue dans 10 minutes. Alors, avec un nouveau décor aujourd'hui, machin, je suis pas du tout stressé, mais grâce à cette émission, en vrai, j'ai du stress. Mais comparé au stress qu'il y avait dans l'émission, ce n'est rien. Donc, on pouvait à des moments, si vous voulez, même moi, je me réentends des fois pendant les répétitions dire « Mais non, putain, faut faire ça !» Alors que c'est pas du tout ma manière de parler. Mais juste après, je m'excusais, bien évidemment. Parce qu'il y avait les accessoiristes, les costumiers, on avait une chance de dingue dans cette émission, c'est-à-dire que moi je demandais des décors des fois de fou, des costumes, ils me les trouvaient toujours. Sauf que juste que comme on avait un stress de dingue, eux ils étaient déjà encore, pendant qu'on répétait, ils étaient encore en train de construire le décor par exemple. Et il suffisait qu'on dise mais putain j'ai besoin de répéter avec ça. D'un seul coup celui qui passe juste à cette répète là se dit il a pris un melon lui. Il voit pas le côté après, et je m'excuse hein, bien sûr c'est génial ce que tu fais, c'est juste qu'on était hyper stressé. Mais honnêtement il y avait vraiment... Il y avait un tel stress pour tout le monde qu'on était plus dans comment dire, le soutien mutuel. Et on était content quand il y avait... Moi, j'ai jamais été content qu'un mec se plante ou mécontent qu'un mec réussisse plus que moi. Moi, tous les sketchs, je crois quasiment tous, je les ai regardés même en différé pour me dire pourquoi celui-là il n'a pas marché ou pourquoi celui-là il a marché. Et j'apprenais autant dans l'un que dans l'autre. Moi, ils m'ont tous fait progresser. Hein. Les mecs qui avaient avec moi, c'est des mecs qui, même pour certains plus jeunes que moi, comme Jérémy Ferrari, mais ça faisait, lui, il était dans le métier 10 ans avant moi. Il m'a appris vachement de trucs. Ça m'a aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.